Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Esnay où nous allons prendre comme passager Anne Sureau. Elle est médecin et avec elle on va se rendre à Beaulieu-sous-la-Roche, mais pas n'importe où à Beaulieu-sous-la-Roche. On va aller du côté, vous savez, de ces très jolies vitrines qui ont été faites par l'ami Vincent Mercier avec tout un tas de peluches, une clinique du Père Noël, sa cuisine, etc. etc. C'est très chatoyant et ça n'a rien à envier, vous le verrez, au grand magasin parisien en période de Noël. Pourquoi on va aller dans ce coin-là avec Anne Sureau? Parce qu'au-delà de son travail de médecin, elle a aussi écrit un livre pour enfants et puis une pièce de théâtre qui a été jouée. Bref, elle a un rapport à l'enfance qui est important et c'était sympa du coup d'aller se promener avec elle dans les vitrines de Noël de Beaulieu-sous-la-Roche, avec elle, médecin qui habite du côté d'Esnay depuis simplement 2006. Auparavant, elle était en Polynésie. Parcours atypique, dites-moi. Allez, on va la retrouver. Bonjour Anne. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Ça va? Ravie. Pas trop d'émotion pour le moment, tout va bien? Un petit peu, mais bon, C'est vrai? je vais m'habituer. Non, c'est comme chez le médecin, vous savez. Ah. Au départ, on a toujours un petit peu d'appréhension, vous savez ça. Bon, et puis, une bon, fois que le c'est diagnostic bien, est posé, on est voilà, je suis de l'autre côté de la barrière, Voilà, hein, vous êtes ça va me de l'autre côté de changer. la barrière. Vous êtes, c'est comme ça que je vous ai, moi, trouvé. Vous êtes écrivaine? Oui, oui. Écrivaine du dimanche ou écrivaine vraiment? Parce que j'ai l'impression que ça commence à prendre de la place. Ah, ça commence à prendre de la place. Ouais. C'est vrai. Vous avez Ouais. un livre, Guigui, Voilà. une pièce de théâtre? Oui, si on peut dire. Plutôt, c'est un deuxième roman qui a été adapté D'accord. par une conteuse. D'accord, très bien. D'où est-ce que c'est venu ça? Généralement, quand on est médecin, on écrit moins. En plus, on écrit mal. Graphiquement, on écrit mal. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes très mauvais en orthographe. D'accord. Donc, c'est pour cacher les fautes d'orthographe. D'accord. Ah oui, vous n'avez pas le choix. Voilà, mais heureusement, avec Internet, l'informatique, d'accord, c'est c'est vraiment ça. beaucoup plus Vive facile. l'informatique. Et donc, Voilà. d'où ça vient, juste en un mot, cette passion Mais pour je pense que l'écriture? ça vient de très très loin. C'est dans mes gènes, hein, je pense. Hein, C'est vrai. avec un papa professeur de français, Ah, c'est ça. une maman qui m'a vraiment ouverte à l'imaginaire. D'accord, très bien. Alors on va monter dans la voiture et puis vous allez être ouvert à l'imaginaire, comme vous le dites, et plus que vous ne le pensez. Allez, venez avec nous. Et puis on est parti. Alors expliquez-moi, en préparant cette émission, vous m'avez dit que vous avez passé beaucoup de temps en Polynésie. Qu'est-ce que vous êtes allé faire en Polynésie? J'aimerais bien savoir. Ah, la Polynésie, c'est vraiment oui, une très très belle aventure qui nous est venue avec mon mari très tôt, puisque en fait nous nous sommes rencontrés dans une école de voile à l'île d'Oléron, d'où je suis native. Oh, vous êtes de l'île de Léron, c'est Je joli suis, voilà, là-bas. oléronaise. D'accord, d'accord. Et tous les deux, donc, nous avons la passion de la mer, de la voile. Et quand nous nous sommes mariés, donc moi j'étais encore étudiante en médecine et à l'époque j'étudiais à Lyon, là où mes parents vivent. Et il nous fallait donc un port et une faculté de médecine. Oui, Donc nous avons choisi Brest. Et très tôt, c'est pas mal. voilà, Ouais. nous avons décidé de construire un bateau, de nous lancer dans la construction d'un bateau. Ah oui. Voilà, donc c'est mon mari qui a assuré cette grosse partie. Il a vraiment réalisé un magnifique bateau. Ah mais vous êtes plein de ressources et l'un et l'autre alors. Ça veut dire que pour commencer votre vie, vous avez fait un bateau et vous êtes C'est parti ça, en mer. c'est ça. Et donc pendant que moi je faisais mes études, je terminais mes études, Oui. mais lui il était sur le chantier du bateau. Et puis moi, je travaillais pour payer les voiles, le moteur, que lui assemblait petit à petit. Et puis on a quand même fondé une famille en parallèle, parce que ça c'était pour nous important. Oui. Et puis quand tout a été finalisé, nous avons pris Avec le les large. enfants, Avec les enfants, avec nos 3 enfants. combien de temps? Eh bien, on est parti de Perros-Guirec en juin 1997. Le dernier avait 3 mois.
Et nous sommes arrivés en Polynésie en août 98. Donc pendant plus d'un an. Oh là là, mais quelle aventure! Ouais, magnifique aventure. Moi, ça me laisse sans voix parce que je me dis, quand on voit la faible capacité d'adaptation qu'on peut avoir les uns et les autres face à notre environnement proche, en Vendée, hein, par exemple, quelle aventure, quel lâcher-prise! Voilà. Mais y compris financier d'ailleurs, j'imagine. Alors on avait préparé ça depuis longtemps et j'ai vraiment rencontré de très belles personnes qui m'ont aidée. Oh, c'est quand même merveilleux. C'est un peu à contre-courant de ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Mais c'était peut-être justement en réaction déjà un petit peu à l'époque avec la société de consommation. Ouais, il y avait de ça? Un petit peu. Bon, alors, maintenant qu'on a parlé de cet endroit-là, c'est un endroit où vous avez passé beaucoup de temps, vous y êtes resté jusqu'en 2006? On y est resté, oui, c'est ça. Vous avez exercé comme médecin là-bas, Oui. Avant de revenir ici. J'imagine que c'est pour les études des enfants que vous êtes revenu? Exactement. Si on voulait éviter qu'ils soient surfeurs, buveurs de bière, peut-être, et puis enceinte à 16 ans, il fallait qu'on fasse quelque chose. Oh non, c'est vrai? Avec tout le respect que je leur Oh bah oui, que je leur porte. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est un petit peu leur quotidien parce que c'est aussi le modèle qu'ils ont et ils n'ont pas accès aux études très très facilement et donc c'est leur quotidien. D'accord. Donc retour en France et à Esnay. Moi je vous ai découvert, non pas par la Polynésie, même si c'est très très intéressant ce que vous nous avez raconté, mais par le biais d'un livre que je vais montrer tout en regardant bien. Parce que j'ai eu droit à des gens qui me disent vous ne devriez pas parler tant que ça au volant. Donc je regarde bien la route, je vous rassure. Vous qui nous regardez, je vous montre le livre qui s'appelle Guigui le chevalier à la conquête de l'autre pays. Et ce livre-là, c'est une thérapie pour les parents? Pour vous-même? Oui, un petit peu pour aussi, les deux. d'ailleurs. Je pense c'est vrai que le fait d'écrire, ça me permet de libérer beaucoup de choses. Et c'est toujours en lien avec mon vécu et puis ce que je peux voir aussi du vécu de mes patients. Donc c'est très proche de la réalité. Oui. Et Guigui, c'est vrai que c'est en lien avec une expérience de vie douloureuse, Bien sûr. difficile, mais à la fois merveilleuse, puisque je pense que c'est dans cette épreuve que j'ai trouvé le plus d'amour chez l'humain. Oui. Et ça m'a transportée et je me suis dit que c'était vraiment un beau cadeau que d'en faire un livre et de l'offrir au public qui voudrait s'en emparer. Au départ, je vais essayer d'expliquer pour le téléspectateur, il y a un enfant qui s'appelle Guillaume, qui est votre neveu, qui avait une leucémie et que vous avez accompagné jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Dire ça? Voilà, c'est ça. Donc, en fait, juste pour la précision, c'est le fils de ma cousine Germaine. Oui. Et c'est vrai donc que j'ai été le plus proche possible de son accompagnement, de l'accompagnement. Et je suis allée à son chevet avec elle et son papa le plus que j'ai pu pour les accompagner, pour leur apporter toute la chaleur humaine que je pouvais leur donner. Et c'est vrai que ça m'a remué et ça m'a donné une grande leçon. Ça m'a donné une grande leçon parce que je venais un petit peu aussi avec mes prérequis de ce que j'avais appris au cours de ma carrière en Polynésie et en France. Et j'avais l'impression que si ma cousine arrivait à lâcher un petit peu, ça serait plus facile pour elle, ça serait plus facile pour Guillaume. Et en fait, je me suis aperçue que c'était tout simplement impossible pour elle et pour une maman de lâcher son fils. Oui. Et ça m'a donné vraiment une grande leçon. Et puis c'est la question derrière, dans ce livre-là notamment, de la souffrance, du regard que l'on porte sur la souffrance et de la souffrance tout court de l'enfant. Puisque Guigui, pour faire simple, c'est l'histoire d'une petite souris qui part à la quête d'un royaume sans souffrance. Voilà, c'est ça.
C'est ça. Une leçon de vie. On va continuer à évoquer tout ça, hein. Mais auparavant, on va écouter le morceau de musique, puis je vais vous dire où est-ce qu'on va aller. Pourquoi vous avez choisi Rondo Veneziano? Rondo Veneziano parce que c'est un morceau qu'on mettait souvent dans le bateau. Oui. Et puis ça m'évoque vraiment la liberté et le plus grand que nous. L'océan, même là quand je regarde cette nature qui nous environne, et c'est ça en fait, c'est servir pour plus grand que nous, pour... C'est très spirituel. Oui, c'est vrai. D'accord. Et donc Rondo Veneziano, ça vous inspire ça? Voilà, ça m'inspire ça. Alors moi, je ne vais pas vous permettre de servir là plus grand que vous, mais on va aller découvrir plus petit que nous. Mais beaucoup plus petit que nous, puisqu'on va à Beaulieu-sous-la-Roche, dans les vitrines. Vous les connaissez, ces vitrines? Oui, tout à fait. Et on va même à l'intérieur. Dedans, vous aviez le droit de regarder devant. Et ben là, on va se promener dedans. Super. Et puis, on va en voir des guigui. Hein, oui. parce qu'il y en a des souris. Hein. Voilà. Et puis, on écoute Rondo Veneziano ensemble. D'abord, est-ce que ça vous fait plaisir d'être là? Ah oui, vraiment beaucoup. C'est précieux, hein, parce que d'habitude, on est de l'autre côté. Ah oui, c'est vrai. Faites attention, vous marchez sur une petite oui, souris. Là, je mesure la chance. C'est vrai? Ah là là. Vous avez vu le nombre de guigui. Est-ce que c'est un univers dans lequel extraordinaire. vous vous retrouvez un petit peu finalement Ah par oui, rapport à ce ça que vous c'est avez vrai. pu, vous écrire? Le merveilleux, merveilleux. Ça c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une enfance bercée de merveilleux, de contes, et puis de magie, et puis de fantastique. Ah oui. Et c'est vrai que j'adore. Vraiment, j'adore. Hein, c'est pour ça que quand vous avez décidé d'écrire Guigui, un peu comme une thérapie, oui. vous l'avez situé dans le monde de l'enfance. Vous auriez pu écrire directement pour les adultes sur la souffrance et sur la détresse comme vous l'avez fait? En fait, je me suis posé la question, mais comme ça mettait en scène quelque chose pour moi qui est le comble de la douleur, hein, la perte d'un enfant, je me suis dit que ça allait être plus facile de mettre en scène des animaux et de le faire sous forme de fable. D'accord. Donc je perds un petit peu le public adolescent, puisque les adolescents n'aiment pas les fables, puisque les adolescents, ils ont besoin de s'identifier aux héros, et donc vont beaucoup plus se retrouver dans mon autre livre qui est Zara, et dans Guigui. Mais je me suis dit que c'était pas grave, parce que Guigui va plaire aux adultes, et les adultes vont le lire aux enfants. Et les enfants vont poser des questions, et ça va permettre aux adultes justement d'aborder des sujets qui sont graves et qui sont difficiles, mais dans un univers qui est quand même merveilleux. Ouais. Quand on est médecin et qu'on est confronté à la souffrance, c'est pas une pathologie, la souffrance. Et puis c'est différent de l'un à l'autre, la souffrance. Il y a des gens qui, au moindre petit signe d'alerte, sont dans des états pas possibles. Il y en a d'autres qui sont dur au mal. Exactement. Comme on dit. C'est subjectif. C'est super compliqué à évoquer en tant que médecin. Voilà, c'est très compliqué. Et surtout que dans Guigui, j'aborde la douleur qui est physique, et la souffrance qui est plutôt de l'ordre du mental. D'accord. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment exprimé mon vécu. C'est vraiment du vécu. C'est du vécu, mais alors c'est le vôtre. Quand vous êtes confronté à ça avec votre patientèle, vous arrivez à leur expliquer concrètement quelle doit être leur réaction, ou on se sent un peu impuissant quand on est médecin face à la souffrance? J'essaye au maximum d'être le plus possible à l'écoute de mes patients, et je dirais qu'il n'y a pas de règle, c'est vraiment au cas par cas. Et je pense que le plus important, c'est de reconnaître la souffrance chez l'autre, et après de faire de son mieux pour aider les gens à trouver leurs outils pour apaiser leur souffrance. Donc on n'est plus dans la posologie stricto sensu, on devient écoutant et dans l'empathie. Exactement, exactement. Et après, c'est la prescription, bien sûr, de médicaments qui sont très précieux, mais aussi la prescription, et bien pourquoi pas la visite d'un lieu magique comme ça, puisque bien sûr, quand on souffre à n'importe quel endroit et qu'on voit cette petite souris là qui se dandine, ou tout ce qu'on peut voir autour de nous de merveilleux, on oublie cette souffrance. Et ça fait une bouffée de bien-être. Alors, vous savez, quand eh bien, ces animaux travaillent beaucoup, on est en train de le voir, et parfois ça y tombe malade.
hein, parce que c'est pas très simple pour eux. Et donc du coup, on les retrouve à la clinique et on va aller les rejoindre là. Et puis on va continuer à évoquer votre parcours. Allons-y. Si on y arrive, parce que voilà. Attention, on n'est pas chez nous, on le sent bien. Allez-y. Fermez derrière vous. Voilà, je vous l'avais dit, il est bien malade, il est bien mal en point, ce petit oursin. Oui. Vous avez vu? Il a des sauveurs. Ouais, heureusement. Hein. Ouais, Alors, on continue à échanger ensemble sur votre parcours, sur votre travail d'écriture. D'ailleurs, vous écrivez où et comment, d'ailleurs? Alors, en fait... Parce que vous devez avoir un emploi du temps, comme tous les médecins, bien chargé. Oui. Mais maintenant, les enfants sont grands, donc j'ai un petit peu plus, le soir, il n'y a plus rien à faire. De temps. Et puis, je ne jardine pas. D'accord. C'est votre mari qui fait tout, il est? Écoutez bien ça. Briconicien. Briconicien. Ça veut dire qu'il fait tout à la maison. Voilà. Mais tout. On a vu tout à l'heure qu'il fabriquait un bateau et il fabrique la maison aussi, en gros. Oui, voilà, il peut vraiment. Il a construit beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Donc du coup, vous à la maison le soir? Voilà, j'ai un petit peu plus de temps, donc le soir, les week-ends, pendant mes vacances. Oui. Donc mon temps libre. Ouais. Alors c'est l'écriture. On est toujours autour de l'écriture thérapique, j'ai envie de dire, ou pas du tout? Alors, parce que Zara, oui. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, vous avez fait du collectage, etc. Ça n'a plus grand-chose à voir. Oui, tout à fait. En fait, je dirais que mon intention est toujours de donner quand même des messages que je donne déjà au quotidien dans mon cabinet. Et c'est de les étendre un petit peu, justement, à l'extérieur et dans un univers différent qui va partir toujours du vécu, du réel, mais où je vais y mettre un petit peu de magie. D'accord. Il y a quand même toujours la volonté de délivrer un message. Oui. Autour de la thérapie, autour du soin. C'est ça, autour du soin, autour de la vie, autour... voilà, je dirais, je me considère plus proche des humanistes, en fait. D'accord. C'est à cheval entre la philo, la psycho, la médecine, la littérature, la magie, c'est un petit peu tout ça. D'accord. Il y a une chose qui me semblait importante d'évoquer avec vous, c'est la condition... médicale, la condition de la médecine. Aujourd'hui, on en a parlé, hein, hors micro tous les deux. Les médecins souffrent aussi. Oui, on est dans un contexte médical difficile puisqu'on est vraiment sous-effectif. Et ça va durer? Et ça va durer, je pense qu'on a au moins 5 ans difficiles devant nous. Puisque là, particulièrement en Vendée, mais partout en France, dans les 3 ans à venir, on a un tiers des médecins généralistes qui vont partir à la retraite. Ça, plus la paperasse. Oui. Comment vous faites pour tenir, alors, du coup? On fait au mieux. On a la chance d'avoir un secrétariat qui est vraiment au top. Ça devient fondamental aujourd'hui d'être épaulé. Mais du coup, un médecin qui avant officiait tout seul, aujourd'hui n'officie plus seul et il y a 1 ou 2 salaires sur la charge du médecin aussi, c'est quand même pas rien. Oui, tout à fait. C'est vrai que alors quand on se regroupe, quand on est plusieurs médecins, on partage les frais de fonctionnement, donc ça aide. Et puis ensuite, on est obligé d'attribuer le temps aux patients en fonction aussi de la salle d'attente. Et ça, c'est parfois regrettable. Mais c'est vrai que parfois, quand il va y avoir juste, je dirais, une rhinite ou une conjonctivite, ça peut durer que 5 minutes. Parce que derrière, on sait qu'on va avoir des patients avec des pathologies plus lourdes. Plus difficiles, qui demandent plus de temps. Où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Au moment où 15 ans, au moment de la retraite. Oui, donc dans 15 ans, au moment de la retraite. Sur un bateau en Polynésie? Alors, pour mes vacances, oui, certainement. Surtout que j'ai mon dernier fils, peut-être, qui fera le choix d'aller vivre là-bas au moins un certain temps. Il est très attiré pour y retourner. Mais je me vois bien encore à ma place actuelle, c'est-à-dire entre la médecine, l'écriture, les conférences. Je me sens bien comme ça. Bon, c'est très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup. On a fait un petit peu trop de bruit pendant l'opération. Donc, on va laisser vos contemporains travailler. Et puis, je vous ramène. Oui, merci. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Sans Détour. Salut.